Je suis Colombe, nous sommes en présence de Carole, Christilia, Max Darline, Carole encore, Idani, et nous avons la présence du docteur Zola qui est neurologue praticien au CHU de Guadeloupe. Notre thématique du jour se porte sur les troubles du langage. Pour commencer, Christilia, est-ce qu'au plan épidémiologique, tu peux nous dire, est-ce que c'est un réel problème de la santé publique? En termes de prévalence en France, les troubles du langage concernent 4 à 5% des enfants d'une tranche d'âge. Et parmi eux, 1% sont atteints du trouble sévère et peuvent aboutir à l'exclusion scolaire, voire l'illettrisme. Le repérage et la prise en charge précoce des troubles du langage des enfants constituent une priorité de santé publique. En Guadeloupe, plus de 4000 personnes sont concernées par le trouble du langage. Il y a différents troubles de langage, donc le trouble du langage expressif ou réceptif. Il y a aussi le trouble de l'acquisition et de la coordination, trouble de l'écriture qu'on appelle la dysgraphie, et trouble déficitaire de l'attention ou sans hyperactivité. Souvent, nous faisons une amalgame entre les troubles du langage et de la parole. La parole est la façon de prononcer des mots. Elle aide à articuler les sons. Si un enfant est atteint d'un trouble de la parole, il a des difficultés à articuler de façon précise, comme dans le bégaiement. Le langage, lui, il touche la construction des phrases ainsi que la prononciation des sons. Quelles sont les origines des troubles du langage et comment dépister et soigner ces troubles? À quel moment voyons-nous les signes d'alerte? C'est notre problématique du jour et nous allons essayer d'y répondre. Carole, peux-tu nous dire chez l'enfant comment se présente le trouble du langage et si le trouble du langage est associé à un trouble de l'apprentissage? Le trouble de l'apprentissage est la conséquence du trouble du langage. Les enfants n'apprennent pas parce qu'ils ont un trouble du langage en rapport avec une souffrance néonatale, un AVC lors de l'accouchement ou une infection néonatale, une prématurité, une grossesse pathologique, éclampsie chez la mère par exemple. Les troubles du langage affectent la capacité d'un individu à comprendre et à utiliser le langage, tandis que les troubles de l'apprentissage affectent la capacité d'un individu à apprendre et à utiliser des compétences spécifiques telles que la lecture, l'écriture et les mathématiques. Les troubles du langage peuvent inclure des difficultés à comprendre les mots, à exprimer des idées, à suivre des instructions et à communiquer avec les autres. Les troubles de l'apprentissage, eux, peuvent inclure des difficultés à lire, à écrire, à effectuer des calculs mathématiques et à résoudre des problèmes. Les troubles de l'apprentissage peuvent être causés par des problèmes de traitement de l'information dans le cerveau, tandis que les troubles du langage peuvent être causés par des problèmes de développement du cerveau. Il est important de noter que les troubles du langage et les troubles de l'apprentissage peuvent coexister chez un même individu. Le trouble de l'apprentissage est la conséquence d'un trouble primaire du langage à la suite d'une lésion cérébrale. Donc on peut se poser la question à savoir, quand parle-t-on de difficultés de langage chez l'enfant? Docteur Zola, est-ce que vous pouvez nous parler du trouble développemental du langage, la dysphasie? Oui, tout à fait. Donc, lorsque l'enfant est dans le ventre de la maman, il se développe. Cela signifie que les cellules nerveuses, comme les cellules du reste de l'organisme, vont se développer, former l'organe. Et au niveau du cerveau, ces cellules établissent des connexions, ce qui va par la suite donner une spécificité à chaque partie du cerveau. On va avoir des parties du cerveau pour le langage, des parties pour la motricité, donc commander les muscles, des parties pour la sensibilité. S'agissant du langage, donc la dysphasie, c'est effectivement cette capacité à avoir un trouble du langage, mais sur une lésion cérébrale, parce que le développement ne s'est pas fait correctement. Et ce trouble donc développemental est quelque chose qui est relativement fréquent, mais qui doit être dépisté, notamment avant 3 ans, le plus souvent, puisque ça signifie qu'il y a une lésion du centre du langage, et cette lésion doit être dépistée par des moyens donc, que nous avons en exploration médicale pour pouvoir faire un diagnostic et permettre à l'enfant donc, de se développer et d'avoir une prise en charge adaptée. Carole, est-ce que tu peux nous développer les différents stades où peut-on remarquer un trouble du langage? À partir de 3 ans, votre tout petit ne comprend pas plusieurs mots abstraits. Exemple,
Si vous lui dites en dessous, si vous lui dites rouge, 3 ou après. Il ne fait pas de petites phrases. À 4 ans, il y a de la difficulté à tenir une conversation où il fait seulement de courtes phrases contenant des erreurs. À 5 ans, votre enfant n'arrive pas à expliquer et à raconter quelque chose ou il s'exprime comme un enfant plus jeune. Ces signes indiquent des difficultés de langage, mais pas nécessairement un trouble du langage. Nous pouvons retenir que le trouble développemental du langage, qu'on appelle aussi le TDL, est un trouble neurologique présent à la naissance dont les causes ne sont pas bien connues, mais qui ont été expliquées quand même par le docteur Zola. Idani, le trouble du langage atteint également l'adulte. Quelles sont les manifestations? Le trouble du langage chez l'adulte, qui est également appelé aphasie, peut résulter de diverses causes telles que les lésions cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux ou les traumatismes crâniens. Des symptômes qui vont varier en fonction de la zone cérébrale qui a été affectée. On peut retrouver quelques exemples des troubles du langage chez l'adulte. Tout d'abord l'aphasie de Broca, donc c'est une difficulté à produire un langage fluide avec des phrases courtes et saccadées. Ensuite on retrouve l'aphasie de Wernicke, donc c'est une parole fluide mais avec des difficultés à comprendre le langage et à produire un discours cohérent. On a aussi l'aphasie globale, donc c'est une altération sévère des compétences linguistiques qui affecte la compréhension et la production du langage. On retrouve l'aphasie transcorticale sensorielle, donc c'est un problème de compréhension du langage mais une capacité relativement préservée à répéter des phrases. On retrouve aussi l'aphasie transcorticale motrice, donc c'est une difficulté à initier la parole spontanée mais une meilleure capacité à répéter ce qui est dit. L'aphasie est toujours liée à une lésion du centre de langage au niveau de l'hémisphère dominant qui est le gauche chez le droitier. Docteur Zola. La zone dans le cerveau qui va commander le langage est touchée. Donc chez le droitier, cette zone se situe au niveau de l'hémisphère gauche, qu'on dit que c'est l'hémisphère dominant. Et donc dans cette zone, il y a plusieurs centres, si on peut dire, qui sont connectés entre eux. Si c'est le langage oral, mais dans la version où le patient comprend bien ce qu'on lui dit, mais ne peut pas répondre correctement, il a du mal à articuler. Là, on va parler d'une aphasie motrice. Donc, c'est la zone de Broca. Et lorsque le sujet a du mal à comprendre ce qu'on lui dit, et jargonne, c'est-à-dire qu'il va inventer des mots qui n'existent pas dans le langage, ce qu'on appelle une jargonaphasie, eh bien, on va dire que c'est une aphasie de Wernicke. Si les deux zones sont touchées, eh bien, on va avoir une aphasie complexe, une aphasie globale. On peut avoir aussi, si ce sont les connexions qui sont touchées, donc entre les différentes zones du langage, une aphasie transcorticale ou sensorielle ou une aphasie transcorticale motrice en fonction du type de connexion touchée. Donc, retenons bien, l'aphasie est toujours liée à une lésion au niveau du centre du langage, le plus souvent dans l'hémisphère dominant, c'est-à-dire le gauche chez le droitier. Mais on sait aussi que chez les gauchers, chez certains gauchers qui sont en fait des faux gauchers, l'aphasie peut être liée aussi à une lésion du centre du langage de l'hémisphère gauche, alors qu'ils sont gauchers. Mais la dominance corticale montre qu'ils ne sont pas toujours de vrais gauchers. Mais le vrai gaucher a donc son hémisphère dominant au niveau de l'hémisphère droit. Donc il va avoir, s'il a une lésion au niveau de l'hémisphère droit, eh bien il pourra être aphasique, donc avoir des difficultés pour parler. Retenons également qu'une aphasie peut être tout à fait liée au fait que les centres du langage au niveau de l'hémisphère dominant ne sont pas touchés, mais la personne a un autre problème, peut-être un problème psychologique. On va alors parler de mutisme. C'est bien un trouble du langage, mais qui n'est pas lié à une lésion de l'hémisphère dominant. Donc, il faut bien distinguer la présence d'une lésion au niveau de l'hémisphère dominant, c'est-à-dire le gauche et le droitier, et l'absence de lésion, donc le sujet ou le patient n'a pas de lésion, mais n'arrive pas à s'exprimer. Merci, docteur. Maintenant, nous allons essayer de comprendre quels sont les facteurs favorisants ou prédisposants d'un trouble du langage. Qu'est-ce qui peut provoquer justement une aphasie ou une dysphasie ou un trouble de langage? Carole? Souvent, on ne connaît pas les causes des difficultés du langage parce qu'elles peuvent être héréditaires ou liées à l'environnement. Des parents qui ne discutent pas entre eux. Alors, il y a plusieurs facteurs, des facteurs infectieux comme la méningite. Nous avons aussi l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Nous avons aussi les traumatiques, comme les chocs émotionnels. Mais nous avons aussi un fléau qui est très grave chez nous, c'est l'AVP, accident de la voie publique. Avoir de graves séquelles au niveau du crâne. Nous avons aussi des lésions neurologiques,
On a l'Alzheimer, on a la maladie de Parkinson. On a aussi des causes médicamenteuses qui peuvent aussi créer des troubles du langage. Parfois, ce sont des muscles qui sont atteints, comme dans les cas de la myopathie. Docteur Zola, qu'avez-vous à nous apprendre concernant les traitements existants? Chez l'adulte, retenons donc le fait qu'il y ait une lésion et que la personne ne parle pas. Souvent, il y a d'autres symptômes, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, chez le droitier, si j'ai une lésion de l'hémisphère dominant, c'est-à-dire l'hémisphère gauche, j'aurai donc un trouble de la parole, mais aussi une paralysie de la moitié du corps. C'est ce qu'on appelle une hémiplégie. Et donc, à ce moment-là, il faut bien entendu traiter la maladie en cause, d'une part. D'autre part, nous allons avoir des professionnels dans les hôpitaux ou dans les cabinets médicaux qui vont donc prendre en charge ces patients pour les rééduquer. Donc, l'orthophoniste est le spécialiste qui rééduque la parole. Il va permettre aux patients de retrouver donc ces moyens. Est-ce qu'on guérit d'un trouble du langage? Cela dépend de la cause. Si c'est un accident vasculaire cérébral, si celui-ci n'est pas trop étendu, eh bien, on va avoir une rééducation orthophonique et nous avons des patients qui, après une rééducation orthophonique, ont repris leur travail et donc on peut dire qu'ils sont guéris. Bien entendu, ils prennent des traitements. Mais ils ont récupéré surtout de la parole. Docteur Zola, comment dépister un trouble du langage? Quand consulter et par quel praticien? C'est une question importante. Donc, il faut savoir que le dépistage concerne surtout l'enfant. Donc, le bébé qui va naître. Chez l'adulte, le dépistage est relativement facile. C'est-à-dire que si la personne est hospitalisée avec un trouble de la parole pour un AVC, pour un traumatisme crânien, la personne verra tout de suite le médecin qui va faire une prescription pour une rééducation orthophonique. Par contre, chez l'enfant, c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est là où il faut vraiment ouvrir les yeux et les parents doivent être attentifs. Attentifs au développement de l'enfant. C'est-à-dire, nous savons que, par exemple, en 0 et 6 mois, l'enfant réagit à la voix de sa maman. Il a des gazouillis, un babillage simple. Entre 8 et 10 mois, cet enfant va commencer à prononcer les premiers mots, papa, maman. À 24 mois, l'enfant doit comprendre les ordres qu'on lui donne et pouvoir réagir à la voix des membres de la famille. Et on pense qu'à 3 ans, l'enfant a une compréhension du langage quotidien. Donc à ce moment-là, si à 3 ans, l'enfant ne réagit pas normalement, s'il ne comprend pas le langage, ceci doit interpeller la famille qui va donc contacter un professionnel pour savoir ce qu'il faut faire. Et d'abord, avant 3 ans, il faut éliminer un trouble de l'audition. Est-ce que l'enfant entend bien ce qu'on lui dit? Donc une fois qu'on a éliminé le trouble de l'audition, l'autre question qui vient, est-ce que c'est un trouble de la communication non verbale? On va rentrer alors dans des troubles beaucoup plus complexes, c'est ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique. Donc est-ce que l'enfant ne comprend pas très bien la communication non verbale? Donc est-ce que c'est un autisme? Il y a des spécialistes pour dépister l'autisme et il y a des mesures gouvernementales actuellement pour ça. Donc, avant 3 ans, c'est vraiment très important d'ouvrir les yeux. Par la suite, c'est-à-dire entre 3 et 4 ans, à l'âge de 5 ans, à 24 mois, donc, il y a toutes ces périodes clés qui sont bien mentionnées dans le carnet de santé et les parents doivent vraiment bien regarder et faire ces contrôles qui sont prévus avec le pédiatre, avec le médecin pour pouvoir faire un examen de l'enfant. Une fois qu'on a fait ceci, si l'enfant a 5 ans, on est à l'âge scolaire, là ça va être les enseignants qui vont faire ce dépistage. Et nous savons qu'à partir de 3 ans, on peut déjà prendre des mesures pour que l'enfant puisse travailler avec une orthophoniste. Ceci est tout à fait possible à cet âge. Et à l'âge scolaire, bien entendu, on va accentuer ce dépistage et ce travail avec l'orthophoniste et avec le pédiatre ou d'autres spécialistes pour pouvoir apporter une réponse adaptée en fonction de la cause du trouble du langage qui va être recherché par les médecins. À l'âge scolaire, en l'occurrence, il s'agit surtout de neuropédiatre. Concernant un enfant qui bégaye ou un enfant qui est dit dyslexique, peut-on parler d'un trouble du langage? Oui, il s'agit d'un trouble du langage, mais nous savons que dans le bégaiement, il n'y a pas de lésion cérébrale. C'est un trouble qui va concerner l'articulation, la façon dont l'enfant va s'exprimer. Donc, ceci peut être tout à fait rééduqué également par les orthophonistes. On sait que le pronostic est bon puisqu'il n'y a pas de lésion au niveau du cerveau. Peut-on prévenir certains troubles du langage, Max Darline? Il existe différents types de traitements en fonction de la cause. Si le trouble est causé par l'AVC, on va d'abord traiter le facteur. Si il est dû à un traumatisme crânien,
des chocs émotionnels. Le traitement se fait par la psychothérapie. S'il est dû à une infection, c'est-à-dire méningite, encéphalite, on va traiter les facteurs. Si la cause est la sclérose en plaques, on va également traiter, donc il y aura toujours un suivi. La rééducation orthophonique, souvent utilisée pour améliorer les compétences linguistiques et aider la personne à regagner une certaine fonctionnalité dans la communication quotidienne. L'orthophoniste qui observe des difficultés de langage chez un enfant propose un plan d'intervention. Nous arrivons à la fin de notre émission. Mes camarades et moi-même, nous vous remercions, Dr Jean-Médard Zola, et nous disons à tous les auditeurs, auditrices, merci pour votre écoute. Dr Zola? On peut faire une synthèse, je vous remercie de m'avoir invité. Donc, chez l'enfant, il faut toujours se poser la question, est-ce que l'enfant entend bien avant 3 ans? Est-ce qu'il comprend le langage des parents? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Voir les différents spécialistes qu'on a évoqués. Donc, le premier spécialiste sur cette voie, c'est l'ORL pour voir l'audition. Ensuite, le neuropédiatre. Et ensuite, on va rentrer dans le bilan, effectivement, pour rechercher la cause. Notez bien que l'autisme est une cause nationale. Comme vous le savez, il y a des mesures gouvernementales qui vont être mises en place dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que c'est vraiment très important de s'intéresser à cette cause et de pouvoir faire que ces enfants soient intégrés à la société. Collègues, est-ce que vous auriez peut-être des questions à poser au docteur? Dites-moi, docteur, le bégaiement peut être aussi par un choc émotionnel. Tout à fait. On a dit que dans le bégaiement, il n'y a pas de lésion cérébrale. Et chaque fois qu'il n'y a pas de lésion cérébrale, cela signifie que nous devons même pas nous inquiéter. Ça signifie que la rééducation devrait résoudre le problème. Et vous connaissez certains bègues célèbres, donc qui, avec une rééducation, sont arrivés à des responsabilités importantes et donc ont été guéris, si j'ose dire, de ce bégaiement. Donc, ça se rééduque. Du moment où il n'y a pas de lésion cérébrale, et pas d'inquiétude. Alors du coup, moi j'aurais une question, docteur. C'est par rapport aux causes du coup de l'aphasie. On a dit que l'aphasie est causée par une lésion cérébrale et notamment dans les AVC, on retrouve souvent des aphasies. Alors est-ce que vous diriez que c'est systématique et que dès qu'une personne fait un AVC, elle présente soit une aphasie avant de faire son AVC, donc qui prédispose en fait cette personne à faire un AVC ou qui alerte en fait le patient sur la cause de son mal-être, on va dire, ou est-ce que vous diriez que c'est forcément une cause post-AVC? En général, dans les AVC, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle des transitoires, donc des accidents ischémiques transitoires, donc quelqu'un peut, de façon brutale, perdre la parole pendant quelques secondes ou quelques minutes. Donc ça va être un signe d'alerte, effectivement, pour aller aux urgences, déclencher ce qu'on appelle, nous, une alerte thrombolyse, pour que la personne ait une IRM cérébrale et qu'on puisse rechercher un accident vasculaire cérébral. Mais on a aussi des personnes qui ont une lésion dans l'hémisphère dominant, qui sont paralysées du côté droit pour les droitiers et qui n'ont pas de trouble de la parole. Cela signifie que le centre du langage n'a pas été touché, malgré une lésion de l'hémisphère dominant. Ce qui nous permet donc de savoir que dans le cerveau, finalement, ces zones ont une situation bien précise et une spécialisation bien précise, parce que lorsqu'ils ne sont pas touchés, on voit bien qu'il n'y a pas de trouble du langage. Quand ils sont touchés, on a un trouble du langage. Donc, ce trouble du langage n'est pas systématique pour les lésions de l'hémisphère dominant. Ils sont présents quand ces zones du langage sont touchées. Donc, non seulement la zone de Broca ou l'aire de Broca ou de Wernicke, mais surtout les connexions. Maintenant, on sait que ces zones communiquent entre elles et avec d'autres zones, notamment les zones motrices, c'est-à-dire le langage, il y a aussi l'expression du visage, l'expression des mains et tout ça. Donc, tout ceci est associé et on peut tout à fait avoir une perturbation du langage, même si la zone du langage n'est pas touchée, mais que ce soit plutôt les connexions qui sont touchées. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Docteur Zola, il y a une nouvelle loi qui existe de Macron concernant le dépistage. Avez-vous entendu parler de cette loi et en quoi elle consiste? Disons que le président a fait une communication il y a quelques jours, qui a été rapportée dans les médias. Et donc j'ai lu pour ma part dans le quotidien du médecin qu'il y a des mesures
qui vont être prises et il y a un investissement de plusieurs millions pour ces troubles neurodéveloppement, comme on dit, et notamment l'autisme. Et donc, cet investissement va concerner donc les enfants qui ont ces difficultés pour qu'ils soient pris en charge pour leur éducation et surtout qu'ils puissent bénéficier de moyens pour pouvoir avoir une éducation spécialisée, avec donc des moyens spécialisés. Et donc ces mesures vont être mises en œuvre dans les prochains jours et je pense que nous en entendrons parler. Et donc ces mesures sont en public, hein. On peut tout à fait les consulter dans le discours du président du 15 novembre dernier. Donc, nous savons qu'en Guadeloupe, il y a plus de 4000 personnes qui sont concernées par le trouble du langage. Docteur Zola, connaissez-vous certaines associations qui accompagnent ces personnes porteurs d'un trouble du langage ou qui interviennent pour améliorer les conditions de vie de ces porteurs? Oui, tout à fait. Il existe des associations et je pense qu'en Guadeloupe, on a un bon réseau d'orthophonistes et ces orthophonistes nous aident effectivement à se tourner vers ces associations parce que il y a des temps pour faire une rééducation orthophonique, mais ce temps est limité. C'est-à-dire que ces patients vont avoir 2 ou 3 séances de rééducation orthophonique par semaine. Ce n'est pas suffisant. Il faut que les parents à la maison continuent, ou en tout cas la famille continue cette rééducation. Mais le rôle des associations, c'est effectivement d'intéresser ces patients à autre chose pour qu'ils oublient un peu leur handicap, d'une part, et d'autre part surtout, et poursuivre cette rééducation, je dirais, de façon écologique. C'est-à-dire dans la vie quotidienne, pour pouvoir les réinsérer dans la société. Et donc, moi, je vous recommande les pages jaunes où on voit bien, quand on tape orthophoniste Guadeloupe ou orthophoniste Abîme, par exemple, on a tout le réseau d'orthophonistes. Et donc, on a un annuaire des orthophonistes qui est public. Hein. Et donc, vous pouvez consulter pour pouvoir savoir effectivement quels sont les professionnels qui peuvent rééduquer ces enfants. Donc il y a d'une part les orthophonistes, mais il y a aussi les neuropsychologues qui eux peuvent rééduquer une partie du langage, mais rééduquent aussi les troubles de la mémoire, parce que le fait d'avoir un trouble du langage peut conduire à d'autres troubles, notamment des troubles de la compréhension du langage écrit et des troubles de la mémoire. Donc il faut rééduquer globalement ces patients pour pouvoir avoir une bonne efficacité de notre action. Donc, nous sommes sur Radio Interschool. Notre émission touche à sa fin. Et j'aimerais remercier mes camarades Carole, Max Darline, Idani, Priscilla et Carole. Et la présence du docteur Zola, Jean Médard. Donc, à une prochaine. Nous vous disons au revoir et merci pour votre écoute.